2025 fut une année passionnante en Formule 1, que ce soit pour de multiples raisons, la course au titre, le nombre de rookies sur la grille ou encore la dernière année de cette réglementation des monoplaces à effet de sol. Je suis évidemment avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Raphaël, bonjour Baptiste. Et évidemment voilà Baptiste Salut, pour débriefer messieurs. un petit peu cette saison 2025 de Formule 1. Alors on l'a dit, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles cette saison était spéciale, que ce soit dès le départ de cette saison, avec la première saison de Lewis Hamilton en rouge, ou au fur et à mesure de la saison avec cette course au titre qui nous a un petit peu passionnés jusqu'à la dernière course. On va commencer par ça, Baptiste. Moi, j'aimerais que tu reviennes un petit peu, que tu m'expliques si justement cette course au titre, elle t'a passionné réellement ou si c'était un petit peu, on va dire, de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que c'était pas aussi passionnant que ça, mais qu'on en faisait peut-être un peu des tonnes autour de ça. Bah écoute, j'ai commencé la saison avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir par rapport à la course au titre, parce qu'on avait quand même fini sur une année 2024 exceptionnelle, avec de très nombreux vainqueurs différents tout au long de la deuxième partie de la saison 2024. Une lutte acharnée jusqu'à la dernière course pour le titre constructeur entre McLaren et Ferrari à l'époque. Red Bull qui, via Max Verstappen, était pas trop mal non plus. Donc je m'attendais à possiblement une bataille à 3 écuries pour le titre. J'en attendais beaucoup, notamment de Ferrari. Bon, il s'avère que malheureusement, on s'est vite rendu compte que Ferrari ne serait pas au rendez-vous de cette course au titre. Que ça allait jouer plutôt entre McLaren, les deux pilotes McLaren et Max Verstappen. Donc une course au titre à 3 têtes. Et écoute, au début de saison, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. On voyait que sur les premiers Grands Prix, les victoires s'alternaient entre respectivement Norris, Piastri, Verstappen. Et puis après, on a eu un petit coup de mou de Verstappen, les McLaren qui ont pris le large. Et une course au titre qui s'est un petit peu, qui a perdu en intensité finalement. Et avec un comeback de Max Verstappen de folie, hein. On le voyait pas revenir, il avait 104 points de retard, il se retrouve à jouer le titre finalement sur la dernière course. Mais je l'ai peut-être pas autant savouré ou vécu que la course au titre, je sais pas, en 2021 ou même l'année dernière, en 2024. Non, mais même l'année dernière, tu vois, je trouve qu'il y a peut-être pas plus de suspense, mais je l'ai peut-être vécu plus intensément en 2024 qu'en 2025. Il y avait la surprise l'année dernière, surtout. C'était la surprise de voir quelqu'un concurrencer Max Verstappen. Mais cette saison, Quentin, est-ce que justement c'est Max qui relance, qui donne cette hype à la course au titre ? Est-ce que si on avait eu juste les deux McLaren jusqu'à la fin, même si ça avait été jusqu'à la dernière course, est-ce qu'on en aurait été tout autant hypé ? Mais alors, concrètement, je suis parfaitement d'accord avec cette annonce. Dans les faits, la saison a commencé, on a vu une surdomination des McLaren. Hein. Je crois que c'est Oscar Piastri qui gagne 7 des 15 premières courses, qui s'échange les petites passes avec Lando Norris et un Max Verstappen qui vient jouer les troubles faits une fois lors de ses 15 premières courses. On se dit que le titre va être plié. McLaren part alors pour être l'écurie qui devient championne du monde la plus rapidement de l'histoire au point. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et on partait clairement sur un Piastri ou un Lando Norris champion du monde dans tous les cas. Et Max Verstappen est revenu grâce à une forme implacable, on va dire, pour relancer ses espoirs de championnat et de mettre en difficulté les deux pilotes de l'écurie de Woking. Donc totalement. C'est ça qui a un peu sauvé le spectacle de la saison, en somme. Et donc du coup, ce qu'on se dit, c'est que McLaren, consigne d'équipe ou pas consigne d'équipe, dans une lutte à deux entre coéquipiers, ça t'aurait pas passionné, quoi qu'il arrive. Concrètement, la dernière fois que je me rappelle d'une lutte passionnante entre les coéquipiers, c'était 2016. Et encore, parce que les deux étaient vraiment acharnés et le voulaient vraiment. Là, les conseils d'équipe et le côté policier de McLaren, dont on a beaucoup parlé cette saison, avaient pas gâché un peu ce spectacle, mais vachement lissé l'intérêt qu'on avait pour la course au titre. Après, en 2016, il n'y a que les Mercedes qui jouent, il n'y a personne qui est à leur niveau. Là, aujourd'hui, fin 2025, on avait la Red Bull qui était, Max la menace. Qui était là. Voilà. On ressemblait plus à une saison 2007, par exemple, qu'à une saison 2016, même si je comprends tout à fait ce que tu veux pointer du doigt avec ce comparatif. Toi, Baptiste, tu es d'accord avec lui sur le fait que si on avait eu que les deux McLaren, bon... Osef ? Sans doute que... Après, j'aurais aimé voir aussi parce que je pense que il y aurait peut-être eu un petit peu plus d'animosité entre les deux, entre Norris et Piastri, un peu plus de tension, que ce soit sur ou en dehors de la piste. Parce que ça a été, comme Quentin l'a dit, une bataille très lisse finalement. Hein. Fallait pas dire un mot plus haut que l'autre, les papayas rouges lors de la course. Après voilà, moi je suis quand même content que Verstappen soit venu jouer les troubles faits et se mêler à cette course au titre. C'est toujours un peu dommage quand il y a une seule écurie qui domine outrageusement, comme ça peut être le cas. Je pense notamment à Red Bull depuis 2022. Après, voilà. Mon gros regret sur cette course au titre, c'est l'absence totale de Ferrari. Ah,
Le bas blesse. Ah le bas bah, blesse. il On avait faut tous le des dire. grosses attentes en Mais ce début de saison. c'est pas un peu ce qu'on ressent chaque année. On va y retourner de Ferrari, mais bon, Ouais, c'est mais pas un peu ce qu'on ressent Ferrari. t'avais quand même des raisons d'y croire cette année quand tu voyais la grosse fin de saison 2024 qu'ils avaient fait. Ils étaient plus très loin d'être la meilleure voiture du plateau. En plus, bah, tu avais un transfert extraordinaire avec l'arrivée de Lewis Hamilton, peut-être le meilleur pilote de l'histoire de ce sport chez Ferrari. Finalement, il y avait presque tout qui était réuni pour une saison magnifique. Et au final, bah, ça a tourné au vinaigre très rapidement. Avec une voiture en 2024 qui fonctionne malgré tout, qui joue pas Mais la victoire, mais qui fonctionne. Donc Bah, on se qui dit- joue la victoire sur la deuxième partie de saison quand même, parce qu'il gagne un certain nombre de grands prix. Je pense notamment à Carlos Sainz, qui avait gagné au Mexique. Non, il y avait eu. Et encore une fois, ils ont joué le titre constructeur jusqu'au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. course, Ça, dernière je crois course, qu'il tout simplement. y a 12 points d'écart, si j'ai pas de bêtises, à la Ah fin ouais. entre McLaren et Ça Ferrari. joue à la fin, Leclerc vont dépiter. Et oui, donc forcément pour cette saison, je comprends les attentes qu'on a. Surtout que depuis que Fred Vasseur est arrivé, on a l'impression que les choses vont dans le bon sens. Et au final, cette année, Quentin, on est sur un passage à vide. Bah, concrètement, oui, comme vous avez rappelé, une très bonne fin de saison 2024. Et alors là, avec l'annonce du transfert de l'histoire, on va dire les termes pour l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari, on se dit tiens, on a une superbe idée à Maranello, on va refaire, c'était combien, 95% de la voiture. Alors pour moi, il y a une règle universelle, du moins depuis que je suis la F1, c'est-à-dire depuis les années 2010, c'est qu'à chaque fois qu'une écurie est très bien placée en fin de saison et qui dit je vais refaire une voiture complètement neuve pour l'année prochaine, ça marche pas tant que ça. Dieu merci, c'est quand même pas un tracteur non plus, c'en est un par rapport à ce que c'était l'année dernière. Bon, il garde quand même un peu de performance, mais concrètement, il se complètement débloque de la course au titre. Ce qui est arrivé avec Mercedes d'ailleurs en 2021, c'est pour ça qu'ils se sont fait remonter par Red Bull, plutôt que de rester sur une voiture qui dominait. On préférait refaire une voiture complète et on était challengé. Parce que la Ferrari n'a pas été que challengée, a été aussi doublée, ce qui était très dommage. Le projet de Frédéric Vasseur, bah oui, on va rencontrer pas mal d'embûches. Malheureusement, on sent aussi dans toutes les communications une Scuderia un peu verrouillée par son fonctionnement historique avec les grandes têtes italiennes qui sont présentes. Comme l'a très justement rappelé notre Français, on a tout changé, les teams principaux, les ingénieurs, les directeurs, les pilotes, sauf une chose. Et finalement, est-ce que ce serait peut-être pas là la clé ? Je reviens juste sur une chose. C'est peut-être une année aussi, tu l'as dit, on a parlé de 2024 où la voiture fonctionnait. C'est peut-être un petit peu à l'image de ce qu'a fait Williams aussi, en se disant on a une année, c'est la fin de la réglementation. Peut-être qu'on tente que c'est en partie ce qui explique ce choix de reconstruire complètement cette voiture, qui explique que aussi en interne, on n'a pas fonctionné aussi bien que ce qu'on avait pu faire avant. Peut-être que c'était un petit peu à la Williams et l'arrivée de James Valls sur les premières années. Peut-être que c'était une année où on se dit une année joker, une année bonus. Ça fait un petit moment qu'on ne fonctionne pas et on se concentre sur 2026. Ça a été de toute façon le discours de Fred Vasseur toute la saison. On est concentré sur 2026. Or, il est vrai que c'est pas que ça qui peut expliquer la contre-performance de 2026, enfin de 2025, mais justement, j'essaie de comprendre, est-ce que ça peut pas être ça aussi, Baptiste? Est-ce qu'on n'a pas utilisé cette année 2025 pour expérimenter chez Ferrari? Ouais, alors après, moi j'ai toujours un peu du mal avec les écuries qui, un an avant un changement de réglementation, disent non, mais de toute façon, nous, on mise toutes nos ressources sur l'année prochaine. Oui, mais tu as quand même besoin de récupérer un minimum d'informations, que ce soit sur ou en dehors de la piste, de l'année actuelle pour l'année prochaine. Donc, pareil, c'est comme Alpine. Pour un autre exemple sur la grille, Alpine qui a arrêté très tôt le développement de sa voiture et qui a dit on concentre toutes nos ressources sur 2026. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce discours-là parce que ça met quand même de grosses attentes pour l'année d'après. Après, voilà, c'est sûr que tu peux toujours expérimenter, que ce soit des stratégies de course, des réglages sur ta voiture. Mais ouais, je ne suis pas très partisan de ce genre de ligne directrice. Je pense surtout que le point qui a relevé là-dedans, c'est qu'il faut aussi comparer ce qui est comparable. On va dire un Alpine, encore, ça a du sens de dire qu'on mobilise toutes nos ressources sur l'année qui suit, parce que le changement de réglementation et une voiture, on reviendra peut-être après dessus, mais voilà, qui n'a pas brillé cette saison. Ah oui, non, c'est certain. 10e et dernière. Briller par le bas, sinon, mais. Exactement. Et oui, Williams était dans une position où ils avaient tout à refaire et à tenter. Pourquoi pas ? D'ailleurs, ils n'ont pas commencé par refaire une voiture, ils ont commencé par refaire les infrastructures et l'équipement avec James Valls, qui leur permettait ensuite de développer. Mais Ferrari, qui était dans une meilleure position, non, je suis moins convaincu qu'ils aient eu besoin d'essayer de tenter quelque chose, surtout avant la dernière réglementation, plutôt que de se stabiliser vers une voiture qu'ils connaissaient bien et maîtrisaient jusqu'alors. Il y a aussi un autre problème chez Ferrari.
Le problème de recrutement des ingénieurs, parce que qu'est-ce qui bloque les ingénieurs? Les usines de Ferrari, elles sont où? À Maranello, en Italie. Ça, c'est un grand sujet, ça. Voilà, Très, on très sait grand que sujet. Ferrari pourrait abandonner son usine, en tout cas pourrait délocaliser une partie de ses usines en Angleterre pour justement avoir cette force d'attractivité qui sont les seuls à ne pas avoir justement. C'est un gros souci chez Ferrari. Ça aussi, ça peut être un élément de réponse, mais tu parlais de départ de grosses têtes. Bon, quand il y en a qui ouvrent leur bouche, mais qui ont en même temps des parts dans la société, tu peux difficilement imaginer un départ de la personne. Chez Ferrari, ça va être très compliqué encore de relever la barre. On est d'accord. Tu parlais de John Elkann, hein, pour préciser. Exactement, Qui est merci. le président de... On n'a pas dit son nom depuis le départ, comme c'était Voldemort, mais non, on peut le dire. Non, John Elkann et les familles historiques qui soutiennent la Scuderia. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la famille Elkann qui est aussi propriétaire d'un club de football mythique en Italie, qui est la Juventus de Turin. Oui, Les supporters se plaignent énormément aussi des performances de leur équipe, et c'est à peu près pareil. C'est que Non, mais peut-être que les joueurs feraient mieux de la fermer et de se concentrer sur oui, leur voilà, c'est performance, ça, non absolument. Non, mais voilà, c'est le même problème aussi C'est du dilettantisme. dans le football, avec la direction actuelle qui ne bougera pas, et donc les performances de la Juve ne pourront pas s'améliorer, ou il n'y aura pas plus de moyens investis tant que la famille Elkann sera là. Et quel visage vous avez vu en fait des pilotes Ferrari cette saison? Parce que Charles Leclerc, j'ai eu l'impression qu'il faisait du Charles Leclerc, c'est-à-dire qu'il faisait le maximum avec la voiture qu'il pouvait. On va dire encore plus dépité que la saison dernière quand tu écoutes ses interviews, quand tu le regardes à la télé. Honnêtement, il me fait vraiment de la peine. Bien qu'il soit dans on va dire, une bonne situation entre guillemets, puisqu'il est dans une voiture qui quand même n'est pas, tu l'as rappelé tout à l'heure, n'est pas un tracteur. Mais c'est compliqué pour Charles Leclerc et j'ai l'impression de le voir un petit peu le même schéma chaque année. Et Lewis Hamilton, c'est sur lui que je veux vous entendre. Ouais. Qu'est-ce que vous avez perçu chez lui? Qu'est-ce qui vous a marqué cette saison? Quentin, on va commencer par toi. Ce qui m'a marqué cette saison, et je pense que c'est ce qu'on a tous pu apercevoir, c'est presque du regret en fait chez le pilote britannique. Alors en même temps, c'est pas que de sa Que faute. chez le pilote britannique? Non, Est-ce que chez toi aussi peut-être un Mais regret bien chez les- évidemment que chez moi à la maison j'étais dégoûté. Eh ben, dis-le nous. Voilà, depuis que j'ai commencé à regarder cette belle discipline, j'ai revu un Hamilton performer. Beaucoup aimé les coups, c'est un pilote assez posé, qui était plutôt pragmatique en piste, contrairement à d'autres plus fougueux, parce que je trouvais plus adapté avec mon tempérament perso. C'est un autre sujet. En tous les cas, oui, tout le monde a été super hypé. Le transfert de l'histoire de la F1, incroyable. Le pilote, en gros, le plus mythique, parce que bon, malheureusement pour les plus néophytes, on n'a pas connu l'époque Schumacher en direct. Donc on va dire le pilote le plus mythique et statistiquement le meilleur de tous les temps. Qui rejoint la plus grande écurie et la plus mythique de tous les temps, qui fait une très bonne fin de saison, fin de réglementation 2026. On se dit, à tout moment, ils peuvent vraiment faire le move de ces 20 dernières années, ou si Hamilton arrive et peut enfin décrocher ce 8e titre tant attendu avec la Scuderia, c'est génial. Sauf que rapidement, le vernis craque, si je puis dire. Ce qu'on voit, des performances qui ne sont pas là, un pilote qui ne se fait pas à sa voiture, une écurie qui ne semble pas se comprendre. D'ailleurs, les échanges radio entre Lewis Hamilton et son ingénieur, plus largement avec les autres membres de l'équipe, compliqué. Tu parlais tout à l'heure, Raphaël, du fait de se délocaliser en Italie. On parle italien chez Ferrari. Il n'y a pas d'anglais nulle part. Donc c'est aussi une complexité supplémentaire. Et malheureusement, les regrets, parce qu'on a l'impression, surtout avec le mouvement Elkann, d'avoir une écurie Ferrari et un Hamilton qui sont extrêmement bons en marketing. L'écurie fait des résultats financiers qu'on n'a jamais vus jusqu'alors. Les sponsors explosent de toutes parts. Mais par contre, les résultats en piste, c'est terrifiant. Et on a vu une longue descente aux enfers. Les interviews du pilote britannique de plus en plus courtes au fil des saisons. Au fil des Grands Prix, pardon. Et je sais pas, c'est du regret, du dégoût de la part de tout le monde. Les messages, on veut juste que ça se termine. Pitié, laissez-nous. Et la voiture, elle n'a fait que se dégrader, sans trouver aucune solution. Mais quand tu dis pitié que ça se termine, tu parles juste de la saison? De cette saison, oui, tout Ouais, à fait. tu parles Oui. pas du contrat entre Lewis Non, et pas Ferrari. du contrat. Je pense que là, effectivement, la pause hivernale va lui faire du bien. Parce que bon, il n'est pas tout jeune non plus. Il a beaucoup d'autres choses à côté de la Formule 1. Donc, il peut encore se vider un peu l'esprit avec ça et se dire que, bon, au pire, il a autre chose. Toutefois, je pense que l'année prochaine va être décisive. Si on fait un remake de 2025, il ne reviendra plus mettre les pieds en Formule 1, je pense. D'autant qu'il a 40 ans maintenant. Voilà, c'est ça. On sent quand même qu'il a pris un sacré coup, et de toute façon il le dit, lui-même l'assume, il a pris un sacré coup sur le casque depuis Abu Dhabi 2021, et ce 8e titre perdu dans le dernier tour face à Max Verstappen. Il sacrifie sa saison 2022 pour comprendre la voiture. Ouais, c'est clair. Donc, non, c'est. Mais puis il y a effectivement l'âge, comme j'ai dit. Voilà, ce sera sans doute
si la voiture ne fonctionne pas, sans doute la dernière année de Lewis Hamilton en Formule 1 2026. Je le vois pas en fait tirer comme un Fernando Alonso peut le faire. J'allais vous dire que moi, il me faisait penser à lui dans le move. C'est-à-dire que bon, là, ça marche pas, je change d'écurie pour aller chercher vraiment ce que je veux, c'est le truc qui me manque. Fernando Alonso, ça a été son 3e titre qu'il a jamais réussi à aller chercher. Lewis Hamilton, j'ai l'impression qu'il est en train de répéter ce schéma avec son 8e titre. Évidemment, Oui. qui ne voudrait pas un titre, mais je veux dire dans le sens où il a poussé tout ce qu'il pouvait avec l'écurie dans laquelle il était. Et là, il change en se disant je vais là où ça va le mieux, entre guillemets, là où il y a de la place et où ça va le mieux, et puis ça fonctionne pas. Mais je vous rejoins sur le fait que si l'année prochaine ça ne fonctionne pas, s'il se rend compte que c'est pas non plus, ça ne va pas arriver, je pense pas qu'il s'éternisera en effet. Ah oui, moi je suis persuadé que c'est sa dernière année si la voiture n'est pas performante. Voilà. S'il peut gagner, ne serait-ce que gagner des grands prix, un ou plusieurs, on peut revoir la copie éventuellement. Ah, parce que cette saison, c'est 0 Grand Prix de gagné. Hein. Voilà, Baptiste, et c'est zéro- une course sprint. Et Zéro zéro podium aussi, zéro c'est la podium première. aussi. Rendez-vous compte, Première il est fois en que c'est Formule 1 en combien de depuis temps 2007. Ouais, voilà. Il est en Formule 1 depuis 2007, c'est la première saison de sa carrière qui termine sans podium. Après, ça, je trouve que c'est pas C'est non hallucinant plus. comme stat. Je trouve qu'on en fait beaucoup. Non. Ça peut être hallucinant, mais je veux dire, bon, il a toujours été dans des écuries qui ont Oui. relativement Oui, bien oui, marché. oui. tu vois, Mais le Ferrari, problème, c'est quand même que dingue. On parlait du psychologique du pilote. Oui, mais surtout Pour lui, début ça de fait- saison, pour lui, Ferrari, les ça stats, fonctionne. Bah justement. c'est encore Alors, il est pire. où le podium? Tu vois ce que je veux dire? C'est que Oui. c'est pas que la voiture Ah aussi. non, non, mais il y a lui, au début de saison, on disait qu'il fallait qu'il s'habitue à la voiture, et après, bon, ça performait pas, il s'est toujours pas habitué, malheureusement. Mais dans la tête d'un pilote, ça compte. Ah, c'est Il est terrible là. parce qu'on a eu juste l'éclaircie de la course sprint en Chine où il signe la pole et, Plus, et c'est, il a une deuxième- course très tranquille où il est jamais inquiété. Et puis après, bah, plus rien quoi. Deuxième week-end de Grand Prix, on se dit putain, ça y est, il démarre fort finalement la saison 2025. Et moi, ce dont j'avais peur, et je sais pas du coup si ça a vraiment été le cas, c'est que ça fasse un petit peu un schéma Lionel Messi où il était chez Mercedes pendant combien d'années j'ai perdu en tête plus de Mais 10 ans. 2013, donc voilà, donc, 2024. voilà, fait 11 donc ans. 11 ans. ouais. 11 ans. Et puis, tu sais, sortir de sa maison, de son cocon, et que ça allait peut-être être très difficile. Sachant qu'il a un peu construit l'écurie Mercedes aussi autour de lui, à l'instar de ce qu'ont fait tous les grands champions de la discipline, hein, y compris jusqu'à récemment Verstappen chez Red Bull, ou un petit schéma qui se dégage d'un Norris chez McLaren, toute proportion conservée bien sûr, où il a construit l'équipe autour de lui. Pendant 11 ans, il était dans son jardin, il habitait au UK, donc son pays d'origine, il était chez lui, il faisait ce qu'il voulait. Là maintenant il déménage en Italie, il parle italien, il est à Milan et non pas à Maranello, il doit aller en hélico tous les jours à l'usine, il n'est pas chez lui, ils ne sont pas comme à la maison, et dans une réglementation qui ne lui parle pas du tout. C'est là aussi où je veux C'est peut-être vrai. redonner un peu d'espoir pour l'année qui suit, c'est que Ferrari performait bien lors des voitures qui avaient une aérodynamique conventionnelle et non pas effet de sol. On y revient l'année prochaine et Lewis n'a jamais apprécié le pilotage, sauf erreur de Oui. ma part. Non, même quand il était Non, chez non, il Mercedes. a raison. voilà. Ouais. Bon, alors, il y a chez l'année Mercedes. 2024 où il signe 2 victoires, mais sinon, effectivement, il n'était Et pas encore- fan de Ouais, cette mais encore, c'est lui- plus tu sais, à l'usure, Voilà. au bout de l'effort. C'est ça, Ouais, ça. on Et les a, encore, mais même lui voilà. avait dit que ne savait pas ce qui s'était passé dans ces grands prix-là parce que le reste de la saison était plutôt complexe. C'est vrai qu'à chaque fois que la Merco fonctionnait la saison dernière, on était un petit peu bras ballants Et chez, là, chez il- Mercedes, il on faisait savait ça. pas trop pourquoi. Voilà, Ah, ça marchait en conditions froides, hein, rappelez-vous. Ouais, ouais. Oui, bien sûr, comme historiquement chez Mercedes, C'est c'est ça. plutôt les conditions froides. Mais même là, lui, il comprenait pas. Et donc, il a quand même pu extirper 2 victoires. Mais ça reste un bilan, oui, avec les voitures à effet de sol qui n'est pas du tout son style. Donc, on peut peut-être nuancer un peu le propos. Je sais que ça va faire très fan de Ferrari de dire l'année prochaine sera notre année. Peut-être pas ça, mais un renouveau peut-être et un regain de forme de la part du Britannique et surtout de la Scuderia avec Charles Leclerc. Parce que mine de rien, on n'en parle pas assez, parce qu'on a des pilotes un peu, pas dépressifs, parce que c'est médicalement particulier, mais pilotes très Abattu. psychologiquement, et qui constitue malgré tout un des meilleurs duos de la grille en fin de compte. Ah ben, c'est sans doute le line-up le plus impressionnant de pilotes sur la grille actuellement. Franchement, j'en vois pas beaucoup d'autres qui sont aussi clinquants que Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Voilà. Et Raphaël, tu parlais de donc sans doute peut-être la dernière année de Lewis Hamilton en Formule 1 si la Ferrari 2026 n'est pas au rendez-vous, mais peut-être aussi la dernière saison de Charles Leclerc chez Ferrari. Ouais, également. j'allais y venir. Parce que lui J'allais y aussi, venir. il attend Ferrari au tournant. Il a eu des mots forts il y a quelques jours Bien sur, sûr. sur ça. Donc, Il a- ouais, vas-y. Ouais, non, mais ben oui, lui, il est quand même chez Ferrari depuis 2019, donc ça fait quand même 7 saisons chez Ferrari, et il a des stats qui sont quand même assez faibles finalement, après 7 saisons chez Ferrari. Alors il a quasiment une trentaine de pole positions, si je dis pas de bêtises,
mais il n'a que 8 victoires. 8 victoires en 7 ans. Ouais, Rendez-vous oui. compte, chez Ferrari, c'est assez dingue. Donc, et on sait très bien que c'est pas du tout le pilote le problème, parce qu'il nous sort des performances exceptionnelles à chaque fois. C'est l'un des pilotes les plus rapides en qualification. En course, on voit bien qu'à chaque fois, il est à 150% de ses capacités. Donc voilà, on attend tous que Ferrari donne une voiture à Charles Leclerc Ouais. capable de jouer le titre. Alors en 2022, il avait eu la puissance, mais pas la fiabilité malheureusement. Hein, il avait eu de nombreux abandons, je pense notamment en Azerbaïdjan au Grand Prix d'Espagne. Voilà, maintenant Ferrari doit allier les deux parce que on serait peut-être que dans un an, on se retrouvera ici et Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne seront plus pilotes de la Non, Scuderia mais c'est Ferrari. vrai, il y aura peut-être des Possible. places à prendre. J'allais venir aussi sur le fait que Max Verstappen allait peut-être, comme il l'avait expliqué, peut-être décider de partir si la réglementation ne lui plaisait pas. Mais pour rester sur Charles Leclerc, il a presque posé un ultimatum à Ferrari en disant c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, ça y est, maintenant la Ferrari, soit elle fonctionne, soit on sent qu'on peut vraiment aller chercher un titre, soit il se bat en gros. Ouais, C'est le clairement, message passé, Quentin. on est à 7 la ans, bien l'attente sûr. a assez duré. Voilà, on est à la place de Charles Leclerc. Il a passé sa vie entière à avoir un objectif, rejoindre la Scuderia Ferrari en Formule 1 et gagner le titre avec. Sauf que le problème, c'est que depuis qu'il a rejoint l'écurie, on va pas dire c'est un peu le cauchemar, mais presque. Parce qu'au début, il arrive à côté d'un Sébastien Vettel. Ah bah il a des choses à prouver en arrivant, Voilà. en arrivant il chez commence, Ferrari. il commence très fort hein, d'ailleurs, et Vettel lui mène aussi un petit peu la vie dure, mais bien qu'il soit un peu en baisse de performance à ce moment-là. Ensuite, il y a un peu le pseudo-scandale des moteurs où la Ferrari, après l'accord secret passé avec la FIA, soudainement ne performe plus. Ensuite, Et qui sacrifie du coup toute l'année 2020. Exactement. Très important de le préciser. Ensuite, 2 ans plus tard, la Scuderia fait sa pire saison depuis plus de 10 ans avec les deux pilotes. Accident avec son coéquipier, voiture qui ne performe pas, très difficile à exploiter et à régler. Et puis plus le temps passe, il y a des petits pics d'espoir quand même, mais En il y a 2022. Hein. rien d'assez constant à chaque fois pour permettre un espoir de titre. Ouais, c'est ça qui manque à Ferrari, peut-être de tout mettre bout à bout finalement, parce qu'on a vu des signes à chaque fois. On s'est dit là, il y a peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et finalement, ça, sur la durée, ça a jamais C'est été. l'histoire de tous les champions qui ont essayé de venir gagner aussi avec Ferrari depuis Schumacher, qui je pense de tête, Alonso, Vettel, Raikkonen a gagné. Alors Raikkonen est revenu est chez Ferrari ensuite. ouais, est revenu mais n'a pas regagné avec Ferrari. Hamilton. Hamilton. Non mais Et la après, liste est puis dingue. Max Verstappen pour essayer de voir si vraiment on peut essayer. Je veux dire, c'est le fardeau de Ferrari, c'est que personne n'arrive à venir et à remporter son ultime titre avec la Scuderia dans l'écurie la mythique pour arriver à ramener la coupe à la maison. Ouais, parce qu'on s'approche doucement des 20 ans, 20 années sans titre pilote chez Ferrari. Dans 2 ans. Ouais, voilà. Donc, est-ce qu'on a un espoir en 2026 on le verra. Est-ce que ce sera Lewis Hamilton ou Charles Leclerc qui aura la lumière? On le verra aussi. Et puis surtout, tu parles de lumière, faut vite que Ferrari retrouve sa lumière parce que il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé durant cette deuxième partie de saison, c'est que en fait, moi, je parle en mon nom, hein, bien sûr, Ouais, vas-y. mais donc en début de saison, quand je voyais Ferrari dans les tréfonds du classement ou en difficulté. Des difficultés pour passer la Q3 ou pour rentrer dans les points, c'est vrai que j'étais mal et je me disais mais c'est pas possible, c'est une catastrophe. Enfin voilà, ça me C'est marquait toujours l'écurie vraiment. où tu sentais que parmi les gros teams, tu sentais que c'était ceux qui poussaient le plus pour en effet aller chercher cette Q3 et les bonnes places. Et moi ça me marquait vraiment de voir Ferrari rater ses courses. Et en fait en deuxième partie de saison, je suis rentré dans une espèce de presque indifférence vis-à-vis des résultats de Leclerc Hamilton. Limite Hamilton, tu vois, qui est sorti 3 fois de suite en Q1 en fin de saison. Mais limite, j'étais dans l'indifférence totale. Je me disais, ouais, ok, bon. Oui, C'est terrible pour une écurie aussi Plus mythique d'émulsion autour comme Ferrari de tomber dans une indifférence pareille, quoi. Ouais, non, mais je te rejoins. C'est assez. En fait, quand tu vois cette SF25 sur la piste, t'as pas grand chose qui te vient à l'esprit. Tu sais que, on va dire, en course, le team fonctionne bien dans le sens stratégique et les arrêts au stand, ça s'est réglé à ce niveau-là. Mais tu sais que de toute façon, la voiture, à moins d'un coup du sort, ne va pas se mettre à aller chercher un podium ou une victoire. Et c'est vrai que du coup, tu n'en attends pas grand-chose. Et tu sais qu'en même temps, elle est censée dominer le midfield, mais qu'elle est censée être derrière les 3 top teams. Tu sais pas où placer cette voiture et tu sais pas quoi en faire finalement. Peut-être un petit peu comme les pilotes, tu sais pas quoi faire de cette SF25. Ça. Tu dis derrière les 3 top teams, ça fait P7, P8 max. Terrifiant. Enfin, c'est un Quand ça rentre dans les points, hein, parce que c'est pas arrivé à chaque Grand Prix malheureusement. Ce que je voulais enchaîner, terrifiant quand on sait que c'est pas le cas à toutes les courses et qu'on a vu plusieurs résultats très mitigés pour rester poli et positif.
La question maintenant, c'est que faire. On s'est, comme tu dis Baptiste, habitué aux mauvais résultats de l'équipe. Et c'est la pire chose en fait. Voilà, c'est la pire chose. On tombe pas dans l'indifférence, mais bon, bah, c'est comme ça. Il y a genre des espoirs de titre à chaque fois en disant l'année prochaine, nous avons un projet, l'année prochaine, on a fait des super trucs, on est toujours hypé. Parce que même qu'on soit fan de la Scuderia ou pas, on espère quand même voir l'écurie au Cheval Cabré performer. Mais là, à chaque fois, c'est un peu une désillusion. On a des super choses. C'est le seul top team. Donc on prend toujours les 4 mêmes. Ça fait quand même quelques années, McLaren plus récemment, mais ça fait quelques années qu'on prend les mêmes top teams. C'est le seul top team qui finit avec moins de points que le champion du monde pilote. 423 points pour Lando Norris, 398 pour Ferrari. C'est même moins de points que Max Verstappen qui fait terminer Red Bull devant Ferrari. Compliqué encore une fois pour l'écurie. On ne sait plus quoi dire, les moments à ce moment-là. Non, très honnêtement, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur Ferrari. Maintenant, est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir ? On n'aura pas d'éléments de réponse avant les premières courses en mars, de toute façon, parce que ce sera spéculation sur spéculation. Et, malheureusement, on n'a pas eu l'accès à l'usine de Maranello, c'est quand même dommage. Non, ouais, mais Quentin a essayé de rentrer. Ils sont retardés. Ouais, Quentin est en train de pousser pour essayer de rentrer là-bas. Ouais, bougez pas. Parfait. Il y avait des contacts, mais ils sont partis. Sors les gros bras. Ils sont partis de la Scuderia aussi. Ah mince. C'est des Pielo qui a eu accès, qui a eu accès aux usines Audi, je crois, mais il a rien pu filmer. Il a rien pu. Il y avait quelque chose comme ça. Mais donc Ferrari. Bon, encore une fois, on est dans l'expectative, on est en train d'espérer voir quelque chose, comme si tu vous voyez cette image où tu touches avec un bâton, tu fais do something, s'il te plaît. Voilà. Moi, c'est un peu cette image que j'ai de Ferrari aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. D'autres bonnes surprises cette saison, par contre, ce sont les rookies. Je voudrais qu'on attaque ce chapitre-là. J'attendais ce moment. C'était impossible, évidemment, de faire une rétrospective de la saison 2025 sans parler des rookies. On en a eu, 4. Des rookies en voiture, voilà. On a eu Douane, mais qui est resté 2 saisons, 2 Grands Prix. Pas la peine d'épiloguer là-dessus. Non, 5 Grands Prix. 5 Grands Prix, je confonds avec le changement entre Lawson et Tsunoda. Pardon. C'était des contrats 5 Grands Prix. Voilà, 5 Grands Prix. Douane, j'ai honnêtement pas grand-chose à dire sur lui. Il avait de base une voiture qui est pas faite pour la Formule 1, pardon de le dire. Donc voilà, contrat de 5 courses. On est passé à autre chose. On a fait revenir Colapinto. Maintenant, moi, je voudrais qu'on s'attarde sur les 4 rookies. Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli, Oliver Behrman et Isaac Hadjar. Et là, on a des choses à dire, avec notamment ce début de saison d'Isaac Hadjar. Plus que surprenant en Australie, Quentin. En Australie, disons qu'on est tous arrivés chargés d'espoir. On connaît le talent certain d'Isaac et ses capacités. On avait tous de grandes attentes, surtout que la Racing Bull, ça avait l'air très sympa, performante et jolie, qui plus est, c'est toujours un plus. Une écurie basée autour de Laurent Mekies, qui promettait de très bonnes choses et avec un bon management. Avec un Yuki Tsunoda aux côtés d'Isaac Hadjar, qui connaît bien l'écurie, qui a un très bon benchmark. C'était vraiment le cas d'école parfait pour tester les capacités du français. Et un tour de formation un peu glissant en Australie a rapidement... mis un terme aux espoirs du français. Voilà, on peut le dire carrière. comme ça. Non, pas de carrière, mais... Donc, c'est pas comme ça qu'on imaginait la première course, et encore moins lui, je présume. Il a su quand même, bien sûr, se rattraper par la suite avec notamment un très beau podium, dont on se rappelle ce qu'on l'a vu en direct. Il est passé par toutes les émotions cette Incroyable. saison, justement. En larmes auprès d'Anthony Hamilton lors du premier Grand Prix pour aller décrocher finalement un podium aux Pays-Bas. Chapeau l'artiste. Ouais, surtout quand on sait à quel point l'environnement Red Bull peut être exigeant pour ces jeunes pilotes. On aurait pu se dire, mais abandon avant même le départ du premier Grand Prix, ça va on a connu meilleure façon va de le démarrer détruire. sa carrière en F1. Quoi. Ah oui, Et au final, pas du tout. Il a vraiment fait une saison remarquable. C'est, je pense, pour moi, le meilleur rookie de cette saison. Seulement 2 abandons cette saison. Ouais, il n'avait pas la meilleure voiture, mais pour moi, c'est le meilleur rookie de cette saison. Il a été impressionnant. Le seul rookie du midfield à avoir fait un podium, tu l'as dit, Quentin, au Grand Prix des Pays-Bas. Très régulier, il a battu de nombreuses fois Liam Lawson en qualification, il a quand même terminé à 16 reprises devant Liam Lawson en qualification, 16 à 6 pour Hadjar en face à face, et un rythme, une vitesse impressionnante. Il a souvent été malchanceux sur les stratégies de course aussi, Isaac Hadjar. Oui, comme Yuki Tsunoda au tout début de saison, mais il s'est quand même souvent fait avoir sur les stratégies. C'est parce qu'ils ont tenté des choses. Ouais, mais voilà, pour dire encore une fois qu'Isaac Hadjar avait vraiment un potentiel pour aller chercher peut-être encore mieux, on va dire, cette saison en termes de points, même si pour moi, il a fait en fait ce qu'il pouvait réaliser de mieux cette saison. J'attendais pas une victoire, je pense que personne n'attendait une victoire. Un podium, on aurait déjà tous été aux anges, ça a été le cas.
Pour moi, il a vraiment, on va dire, allez, si on le dit comme ça, il a maximisé sa première saison en Formule 1 Ouais. avec une promotion chez Red Bull en fin de saison. À la limite, la seule erreur qu'on peut lui reprocher, les deux seules erreurs qu'on peut lui reprocher, c'est donc on l'a dit, ce tête à queue dans le tour de formation au Grand Prix d'Australie et le Grand Prix de Grande-Bretagne, où souvenez-vous, il percute Kimi Antonelli, l'arrière de Kimi Antonelli sous la pluie dans des conditions assez dantesques. Ça arrive Et- à des gens très bien. Et, et il perd le contrôle de Racing Bulls. Voilà, c'est les deux seuls points un petit peu négatifs de sa saison. Mais sinon, bravo Isaac Adjar pour cette saison remarquable pour une première en Formule 1. Le point à souligner pour Isaac Adjar, surtout, c'est l'unanimité des bons commentaires, y compris Oui. chez Red Bull, qu'on sait C'est avoir un management très dur, surtout du côté d'Helmut Marko et d'autres têtes historiques qui ont fait que plébisciter le talent d'Isaac Adjar sur cette saison. C'est bien sur son retour technique que sa performance en piste. Donc vraiment un avenir très prometteur. Et on l'espère, parce que l'an prochain a commencé par l'écurie de Milton Keynes avec Red Bull Racing, qui retrouve du coup Isaac Adjar la gouvernance de Laurent Mekies. Donc un duo français dans une des meilleures écuries. On peut en attendre beaucoup. Ah, Et, c'est le moment parfait là, pour Isaac Adjar pour arriver chez Red Bull. Changement de réglementation. Laurent Mekies, tu l'as dit, donc du coup qu'il a connu chez Racing Bull cette année. Et les départs de Christian Horner et Helmut Marko. Franchement, c'est ouais. un timing. T'as l'impression que parfait pour l'environnement Isaac. change complètement chez Red il Bull. y les avait- planètes il y sont avait alignées. besoin aussi, il y avait besoin, d'ailleurs, Helmut Marko qui a dit que si la saison s'était relancée, c'était grâce au départ d'Horner. Bah, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que tu vois que dès que Laurent Mekies Ouais. est arrivé à la tête de Il a tout de de suite Red Bull, essayé de remettre déjà Tsunoda dans le rythme, ce qu'il Ouais. avait réussi à faire assez rapidement après son arrivée, notamment en lui donnant les nouvelles évolutions. Mais oui, il y a eu un il y a changement eu un clair. effet Mekies bien sûr. au niveau des performances. Hein. Totalement, donc là c'est le bon moment. Beaucoup de changements chez Red Bull qui vont apporter une bouffée d'air frais après les récents scandales et doutes qu'il y a pu avoir autour de l'écurie. Donc ça va être franchement, allez, peut-être un des projets qui va être le plus à suivre sur l'année prochaine, voir comment ils vont réaliser ça et permettre peut-être de faire résonner la Marseillaise sur la plus haute marche du podium. Ah, on aimerait. On Moi, je vous l'espère. avoue, mon On attend petit que ça. plaisir coupable sur cette année avec Isaac Adjar, c'était d'écouter ses radios avec son ingénieur de course Pierre Hamelin quand il était énervé. Ah Je veux oui. dire, le nom crie pas dessus, moi, il me fait. Ah, il a mourir un de rire. sacré caractère. Parce que voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'il a un caractère très affirmé une fois qu'il est dans la voiture, et ça dénote complètement on va dire, du joyeux bambin que tu peux voir en dehors de la monoplace. Mais voilà, les radios d'Isaac, quand il est un peu tendu, j'avoue que moi, c'est bonbon. Bon, après, la seule inconnue qu'on a véritablement, c'est quand même, et qui est quand même pas des moindres, c'est que Red Bull sera motorisé par Ford l'année prochaine, donc un Ouais. nouveau motoriste en Formule 1, et on n'a pas de référence sur les derniers mois, les dernières années, pour savoir où se situe Ford, enfin le moteur Ford par rapport aux autres écuries. Donc ça va être vraiment une découverte, d'abord lors des essais hivernaux au mois de janvier et de février, et ensuite lors des premières courses. Mais il y a beaucoup d'attentes et de hype autour de cette saison 2026 avec Isaac Adjar chez Red Bull. Je me languis d'entendre le EcoBoost de saison hivernaux. Autre rookie qui a positivement surpris, enfin, je pense pas qu'il y en ait qui aient négativement surpris cette saison de toute façon, mais Oliver Biermann, le pilote Haas, qui on parlait tout à l'heure de place à prendre chez Ferrari très rapidement potentiellement, Ah bah lui, il est pas mal. eh ben lui il se place Il cette est dans les saison. discussions, il est actuellement, c'est assez incroyable. D'ailleurs, le pilote qui avait déjà fait plusieurs grands prix avec la Scuderia l'an passé, qui avait d'ailleurs impressionné au vu juste une. Il avait fait le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024, où il avait remplacé Carlos Sainz, qui était atteint de l'appendicite à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment proche, Et il avait signé une 7e place magnifique en course. Ouais, ça, avec Oui, le- c'est vrai. Ouais, Ouais. j'ai essayé de me remémorer en effet la Pourquoi course est-ce qu'il avait fait de Ah non, remplacement. Avec hauteur de très beaux dépassements et qui Ouais, avait ouais. impressionné tout le monde en Formule 1. La fin de course, le pauvre avait la nuque qui ne tenait plus dans les virages. Ouais. Il devait laisser la Il était tête, obligé de poser la tête, complètement partir dans le. Bah, ça, on a souvent vu ça. Hein. Nick De Vries à l'époque aussi, quand il avait fait son Grand Prix de remplacement, Ouais. demandait à la fin si on pouvait l'aider à sortir de la Ah monoplace. oui, tout à fait. c'est- Le premier Grand Prix en Formule 1, c'est quelque chose, hein, visiblement. Voilà, mais donc Ça ne s'oublie pas. Voilà, donc effectivement, oui, très présent, qui avait montré de belles choses chez Ferrari et qui continue aujourd'hui chez Haas. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un peu vraiment les dents de scie, j'ai l'impression, à voir statistiquement, mais j'ai l'impression qu'il a des résultats très hauts et des performances très anonymes d'un Grand Prix à l'autre. Mais néanmoins, il est en mesure de montrer un très bon racecraft et de très belles choses en course, ainsi qu'en qualif, parce que si je dis pas de bêtises, c'est un peu mieux débrouillé que son Ouais, coéquipier, absolument. Il a Esteban gagné, Ocon. enfin il a gagné. Il a terminé 14 fois devant Esteban Ocon en qualification, Ouais, alors qu'Ocon contre n'a 10. fini que 10 fois devant Bernal. Voilà, c'est ça. Donc oui, en plus, les deux découvrant l'écurie, et étant plus jeune que son coéquipier, franchement, c'était une belle chose. Je pense que Oliver Burman a de très beaux jours devant lui aussi.
est un pilote qui va faire que monter en puissance pour évoluer dans ce beau microcosme. Ah, il aurait pu légitimement prétendre à un podium quand on a vu que Isaac Hadjar avait réussi à en chercher un. Il a fait une 4e place, il est allé chercher cette 4e place et honnêtement, j'aurais pas été surpris que de voir Oliver Biermann cette saison sur un podium, encore une fois, avec tout ce qui peut se passer dans une course cette saison. Ça aurait été, on va dire, peut-être mérité, mais moi ça m'aurait pas déplu de le voir sur le podium, Baptiste. Ouais, cette moi saison aussi, en hiver. et je suis vraiment curieux de voir déjà sa saison 2026, qui va être la saison de la confirmation, hein, après cette première saison encourageante. Et ouais, il se place clairement parmi les candidats pour un baquet chez Ferrari. On l'a dit tout à l'heure que potentiellement les deux pilotes, en cas de non-performance de la Ferrari, pourraient être amenés à voguer vers d'autres horizons. Et ben, Oliver Biermann, en tout cas, il fait le job pour assurer sa place à moyen terme en Formule 1. Ouais, 11 fois dans les points, pardon Quentin, je te coupe. 11 fois dans les points cette saison sur 24 Grands Prix, c'est pas dégueulasse. Vraiment, c'est Ah bah clairement pas. Ouais, c'est pas mal du tout, surtout dans une Haas. Oui, qui est au final qui termine avec en étant la 8e écurie du plateau. Donc c'est pas anodin. Après, c'est mieux aussi que des années passées. Hein. Il y a pas mal, mais surtout, oui, on parlait de Ferrari, mais s'il continue à performer comme ça, c'est aussi très intéressant avec d'autres écuries un peu. J'ai oublié le nom. Pas Top Field, mais. Oula, vous pouvez nous parler là. Du milieu de tableau. Non, les écuries de haut de tableau, pardon. Ah, voilà. du haut de tableau. Ah, désolé, je pensais Ok. à midfield, top field. Ouais, ça se T'as le perd. droit de parler français sinon. Voilà, on l'a assez relevé oui, dans les éditions précédentes du podcast. Mais tout à fait, oui, c'est un pilote effectivement qui a de très belles heures devant lui et qui peut nous montrer de belles choses avec un peu plus de maturité parfois sur quelques moves en piste, mais qui est aussi très à l'écoute et soutient son coéquipier. Je l'ai trouvé très intelligent moi dans ses gestions de course, surtout en deuxième partie de saison où il était un petit peu plus à l'aise dans la voiture. Mais c'est un gars qui vraiment m'a très surpris sur sa vision, sur sa lecture de la course et sur sa capacité à faire ce qu'il y avait à faire au bon moment. Ouais, il s'est affirmé au fur et à mesure de la saison et j'ai en tête notamment, conformément, enfin, pour être dans le prolongement de tes propos, Raph, c'est la course au Grand Prix du Mexique où, rappelez-vous, il dépasse Max Verstappen et une McLaren, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Oscar Piastri, où voilà, il a pas peur d'aller au combat, même avec une voiture moins performante sur le papier qu'un top team comme Red Bull ou McLaren. Il va au combat et il s'est affirmé au fur et à mesure de la saison. Il s'est montré. Et ouais, moi je trouve que ça a été l'un des meilleurs rookies cette saison. L'un des meilleurs sur les 4. En tout cas, si je dois comparer, tu vois, je le mets au-dessus de Bortoleto par exemple ou Colapinto. Oui, Colapinto, moi je le compte pas parmi les rookies en effet. C'est un semi-rookie quoi. Voilà. Mais oui, Bortoleto, t'en parlais, on peut passer à lui. En effet, le Biermann très très bon cette saison. Gabriel Bortoleto, lui sur la seconde partie de saison notamment, là où la Kick Sauber commence à évoluer et à être de plus en plus performante, il a aussi su montrer de quoi il était capable. C'était peut-être celui qui était le plus en retrait sur les premiers Grands Prix et qui finalement en a montré aussi beaucoup, notamment en fin de saison. Ah, tout à fait, c'est aussi celui qui a peut-être eu le moins de chance au mercato des vrais rookies, avec des guillemets. C'est que la Kick Sauber est un projet un peu modeste. Plus en deçà. Voilà, plus modeste des autres, surtout quand on voit un Racing Bulls qui est remonté en puissance, un Mercedes pour une première saison, ou encore une Haas qui avait tout à gagner, pareil, avec une bonne amélioration des performances sur ces dernières saisons. Ouais, c'est lui qui est le plus compliqué, mais ils ont su remonter la voiture avec son coéquipier Nico Hülkenberg, qui a d'ailleurs signé le premier podium de sa carrière, petit aparté, qui était un très beau moment à Silverstone aussi, et Bortoleto qui a su emboîter le pas et reprendre le flambeau à partir de là, parce c'est à partir de ce moment où il a commencé à plus être devant son comparse allemand. Donc effectivement, belle saison aussi, un peu moins sous le feu des projecteurs du fait de son écurie plus modeste. Et ouais, merci Gabriel. Ouais, une très bonne performance, notamment en Hongrie, où il réalise son meilleur résultat de la saison. Il empoche 8 points à ce moment-là. Il finit, on va dire, dernier des pilotes qui ont marqué des points en classement. Mais honnêtement, pour un rookie et dans la voiture dans laquelle il était, ça ne veut pas dire grand-chose. Toi, Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé du pilote brésilien cette saison ? Effectivement, il a eu une saison un peu en mode diesel, Gabriel Bortoleto, parce qu'il commence la saison soit avec des abandons, soit des 18 ou 19e places. Il y a une vraie amélioration à partir du Grand Prix de Monaco d'abord, où il remonte un petit peu plus au classement. Alors il termine à la 14e place, donc c'est pas encore le top, mais ça s'améliore.
Et meilleur résultat avec, premier point d'abord 3 grands prix plus tard en Autriche avec une 8e place et ses meilleurs résultats de la saison en Hongrie avec 6 points. Donc il y a vraiment eu à partir de la saison européenne une 6e amélioration. place, 8 points. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu as dit 6 points. Ah pardon, je voulais dire une 6e place, excuse-moi. Un meilleur résultat avec une 6e place en Hongrie. Ouais, donc il y a eu une vraie amélioration à partir de la saison européenne des performances chez Sauber et une amélioration aussi du côté de Gabriel Bortoleto. Il était dans le match, hein, franchement, face à Hülkenberg. Moi, mon regret cette saison, c'est quand même son Grand Prix du Brésil, du coup, parce Bien que sûr. le week-end est catastrophique. Il a dû se mettre. Je pense que c'est un petit peu comme Kimi Antonelli au Grand Prix d'Imola où il est passé complètement au travers. C'est pareil. Il a dû se mettre une pression de dingue pour son Grand Prix à domicile. Parce que ça ressemblait vraiment pas à la dynamique qu'il avait à ce moment-là. Et puis putain, le week-end, vraiment de A à Z le week-end. Il y a un double abandon et un accident impressionnant dans le dernier tour de la course sprint. À près de 300 km/h sur piste mouillée en pleine ligne droite. On a eu peur pour lui. C'était assez effroyable comme accident. Les images sont assez folles et aussi des centaines de milliers d'euros de dégâts pour l'écurie, ce qui fait jamais de bien à un pilote et surtout dans un génère où les budgets sont capés. Donc effectivement, c'est un week-end cauchemardesque mais qui peut un peu effacer et refocaliser pour l'an prochain en gardant sa belle dynamique de fin de saison où ils vont pouvoir présenter de choses avec ce beau projet Audi dont on vient de voir aujourd'hui d'ailleurs le nouveau logo et la direction artistique. Donc la Audi Revolut F1 Team. Ouais. Bon, pourquoi pas, et à voir ce que ça va donner, mais poser un cadre plus sérieux, plus cocooning à l'allemande, on connaît plus pragmatique, qui va permettre de donner les bonnes armes aux pilotes brésiliens. Il fait partie des 4 rookies sur les 5, là je parle de Douane, les 4 rookies sur les 5 qui ont su préserver leur siège et leur contrat pour la saison prochaine. Le dernier d'entre eux, du coup, c'est Kimi Antonelli, lui qu'on justement on attendait un petit peu plus, donc on avait un petit peu plus de certitude peut-être quant à fait qu'il allait pouvoir jouer un petit peu plus devant. Alors par rapport au fait qu'il était chez Mercedes. Ah bah oui, quand même, on c'est en ça que je veux dire. attendait. Et puis surtout, quand tu vois comment Toto Wolff nous avait vendu Kimi Antonelli comme un pilote d'un talent générationnel, forcément, tu avais des attentes élevées. Justement, certes, il était chez Mercedes, donc il y avait des attentes, mais au début, nombreux étaient ceux qui avaient des doutes. Je me rappelle d'ailleurs les premiers podcasts qu'on a pu enregistrer. Des doutes, mais parce qu'on en attend beaucoup, justement. Bien sûr, mais on avait surtout beaucoup de doutes quant à la performance, en disant désolé, André Kimi Antonelli, nous n'étions pas familiers avec ton jeu. Et finalement, oui, il a su montrer ce qu'il fallait et rapidement s'imposer. Hormis sa tournée européenne, surtout avec l'invitation de toute sa classe à Imola, où il abandonne et d'autres erreurs en piste a posteriori. Sinon, oui, effectivement, un bon pilote qui a montré de très belles choses cette année. Parfois, peut-être un peu trop incisif sur quelques mouvements. C'est un pilote assez violent dans ses manœuvres et avec sa monoplace, mais qui arrive miraculeusement, malgré cette violence, à la préserver et à obtenir de bons résultats sur la longue. Bon, après, pour remettre les choses dans l'ordre, il fait quand même un début de saison assez solide. Il termine quand même son premier Grand Prix. Rappelez-vous le Grand Prix d'Australie qui s'est disputé dans des conditions climatiques très difficiles avec de la pluie et une piste glissante. Il termine son premier Grand Prix à la 4e place. Après, il signe 4 6e places en 5 Grands Prix. C'est quand même pas trop mal. Et après, effectivement, c'est à partir du Grand Prix d'Émilie-Romagne où il fait une saison européenne absolument catastrophique. Il y a 4 abandons. 4 abandons en Émilie-Romagne, en Espagne, au Grand Prix d'Autriche et au Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors il y a un podium au Canada dans cette saison européenne avec ce Grand Prix du Canada qui est positionné en plein milieu. On se demande toujours pourquoi. Non, mais c'est logique. C'est pourtant logique. Je veux dire, l'Europe, le Canada. Bien sûr, c'est quoi ? C'est 6 heures d'avion. Oh, ça va, ça se fait. Non mais voilà, donc saison européenne très délicate pour Kimi Antonelli. Et un regain de performance à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan où il termine à la 4e place. Et ensuite une belle fin de saison où il a terminé en force. On l'a souvent vu en Q3 et on l'a souvent vu dans le haut du classement avec notamment un magnifique double podium au Brésil. 2e en course sprint, 2e lors de la course principale. Donc c'était vraiment très intéressant de voir un peu cette saison en montagne russe de Kimi Antonelli avec des hauts très hauts, des bas très bas, et je pense que ça va vraiment être formateur pour lui et qu'on aura un pilote beaucoup plus mature la saison prochaine. Tu l'as dit, on avait parlé plusieurs fois de Kimi Antonelli cette saison, notamment par déjà son début de saison qui était relativement impressionnant, on va dire. On savait qu'il avait une bonne voiture, mais de là aller chercher des résultats aussi positifs sur un début de carrière, c'était à souligner.
parce qu'à ce moment-là, on a aussi un George Russell qui est souvent le troisième pilote quand même, qui est pas très loin derrière les McLaren, à la bataille, on va dire, avec Max Verstappen en termes de résultats, où ça se fait discret, mais ça empoche de gros points. Et puis ouais, Kimi Antonelli qui, moi je pense, s'est mis une pression un petit peu tout seul, et donc du coup, c'est ce qui a entraîné ces mauvais résultats. Il a quand même réussi à en sortir relativement vite. Moi, j'avais peur que ça dure jusqu'à la fin de saison, et finalement, il a su rebondir assez vite. Au total, c'est 3 podiums cette saison. Non, c'est très impressionnant, j'ai envie de dire. Mais évidemment, du fait qu'il était dans une Mercedes, peut-être que ces résultats sont, on va dire, à nuancer, dans le sens où on parlait du podium d'Isaac Hadjar tout à l'heure, qui était relativement inattendu. Kimi Antonelli, c'est pas que c'était attendu, mais ça surprend moins quand même quand tu as les podiums du pilote italien. Oui, totalement, même si on sait que Mercedes est une écurie qui performe bien et arrive à maintenir un bon niveau de performance, même en ne dominant pas. En effet, il y a toujours des doutes quant au fait qu'il soit rookie, mais on a vu plusieurs rookies arriver dans des top teams directement. Et C'est assez rare quand même ces dernières années. oui, ça c'est rare, mais à chaque fois que ça s'est fait, on va dire qu'on a vu les rookies performer aussi directement. Mais c'est bien parce qu'il a su dissiper les doutes, mais malgré tout, c'est qu'un pilote aussi jeune en rookie dans un top team, je crois que ça fait très très longtemps que ça s'était pas vu. Et il a pu, hormis la tournée européenne, effectivement balayer ses commentaires et réussir à s'affirmer comme un pilote solide, confiant et surtout constant à travers sa deuxième partie de saison. Ça a montré une certaine force mentale déjà de la part Bien du sûr, pilote, pour le pouvoir fait se encore une relever. fois de pouvoir sortir de cette torpeur. Baptiste, moi j'ai une question pour toi parce que je sais que tu as la donnée. J'aimerais savoir par rapport à George Russell, pas sur les résultats en course mais sur les qualifications, parce qu'on en parle assez peu des qualifications, mais sur un tour rapide, moi je voudrais savoir comment il s'en sort justement face au pilote britannique. Alors on a loué ses qualités là depuis quelques minutes. Pour le coup, en qualif, c'est une véritable raclée que Kimi Antonelli s'est prise face à George Russell cette saison. 21-3 en faveur de George Russell cette saison en qualif. C'est Donc, pas surprenant en vérité. Non, Oui, non, non. après, Et puis on a vu quand même Antonelli sortir, mine de rien, un certain nombre de fois dès la Q2. Parfois ne même pas accéder à la Q3. Et puis comme tu l'as dit, effectivement, George Russell a été l'autre homme de cette saison finalement, hormis les trois premiers, qui a répondu très présent, qui a fait une saison solide. Bah, lui, Donc, il est c'est là pas pour si montrer étonnant que ça. il est là pour montrer que donnez-moi la voiture qu'il faut et je le gagne ce championnat du monde. Donc, Ouais, c'est oui. clair. ouais, Un petit peu comme Charles Leclerc finalement. Ouais. Mais ouais, donc pour terminer ce chapitre sur les rookies, Kimi Antonelli, très, très très bonne saison aussi de sa part. Je le dis, on n'a pas vraiment eu de rookie qui a fait une mauvaise saison. On a eu le pauvre Jack Doohan, vraiment. C'est pour la petite anecdote, c'est retrouvé au Japon il n'y a pas très longtemps, Super Formula, Baptiste. qui nous fait 3 Ça, jours c'est- d'anthologie. Combien de crashs? 3 crashs en 3 jours au même virage à Suzuka. C'est terrible en vrai parce que dur. c'est pas un mauvais pilote de base, Jack Doohan. Il a fait plusieurs saisons en Formule 2 où il jouait souvent aux avant-postes. Alors il a jamais vraiment été en mesure de se battre pour le titre, mais on le voyait souvent aux avant-postes gagner des courses sprint notamment, bénéficiant de ce système de la grille inversée en Formule 2. Mais ouais, c'est pas un mauvais pilote. Même son court passage en Formule 1, il est pas à la ramasse non plus. Alors certes, il se crache très violemment, encore une fois à Suzuka au premier virage. Mais il fait pas 5 grands prix, il n'est pas largué non plus. Malheureusement, bon, on sait qu'il n'y a pas que des raisons sportives qui ont fait qu'il s'est fait remplacer par Franco Colapinto. L'Argentin arrivé avec une grosse manne financière qui était indispensable pour Alpine. Ouais, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il ait un petit peu plus de temps pour prouver ce dont il était capable. Malheureusement, on sait le monde de la Formule 1 est impitoyable et voilà. C'est une bonne transition parce qu'on va parler d'Alpine, mais juste avant, en fait, il faut juste que Jack Doohan revienne en F1, mais quand il n'y aura pas plus le Japon au calendrier, en fait, c'est juste ça. C'est ça, voilà. Il doit juste attendre que le Japon passe son tour. pas le tracé. Voilà, après, il revient tranquillement, il nous montre ce qu'il sait faire, et peut-être que là, on pourra faire ses éloges comme on l'a fait avec les quatre autres Tu sais, rookies. il fait comme Sébastien Vettel là, quand il y avait le Grand Prix d'Arabie Saoudite, il fait croire qu'il est malade, il envoie le pilote de réserve, Voilà. et puis il revient au Grand Prix d'après. Et voilà. Exactement. Ah, c'est malin. Alpine, donc, on parlait d'Alpine à cette déchéance des Bleus. Je pense qu'on peut parler de ça de cette manière-là. Un peu, ouais. Waouh, ça jouait, on va dire, les autres, le meilleur des autres il y a encore quelques années. On se trouvait derrière les top teams avec pour ambition de les rattraper. On était à la lutte avec McLaren à ce moment-là. McLaren qui était évidemment à un tout autre niveau que maintenant. Mais justement, c'était à qui des deux arriverait justement à faire ce step pour aller chercher et rejoindre les trois top teams. Et ben, force est de constater que l'une a réussi et que l'autre s'est complètement viandée. Alors pour notre plus grand malheur en tant que Frenchie, évidemment.
Alpine, cette saison, c'est Pierre Gasly qui marque l'intégralité des points. Hein. Ouais. 2 autres pilotes invisibles, malheureusement. Une dernière position au classement des constructeurs. et de très loin. Hein. Parce que Alpine 10e avec 22 points et Sauber qui est Pas de belle 9e. perspective pour l'instant. Sauber qui est 9e avec 70 points. Donc il y a quand même Il y a un gap. presque 50 points d'écart. Ça fait mal. Ouais. Il n'y a, C'est pas que le c'est podium- abyssal. il y a pas que le podium d'Hülkenberg pour compenser cet écart de points, hein, enfin pour l'expliquer. Non, mais le projet Alpine qui semble de plus en plus flou. On a l'impression que, surtout au niveau de la direction de l'écurie, on enchaîne les erreurs de management et les mauvais coups de recrutement et de développement. Depuis l'ère Rossi, on va se situer depuis 2021 un petit peu, où c'est une longue fuite en avant. Les talents partent, les ingénieurs, les mécanos, les pilotes n'ont plus envie de rejoindre l'écurie anciennement Viry Enstone et à présent uniquement Enstone. Encore une page qui se ferme pour l'écurie Alpine. Il y a une identité qui se perd chez Alpine de toute Tout à façon, fait, que ça. ce soit par la perte de Viry-Châtillon ou par on va dire des détails aussi. Je veux dire, un sponsor, on s'en bat les steaks, mais dans une situation dans laquelle est Alpine, c'est aussi un clou en plus qui vient un petit peu trahir les performances d'Alpine, qui vient montrer que cette écurie, au final, ne sait pas où elle va. Je pense aux Roses. Encore une fois, c'est débile. Mais non, c'est pas débile. Pour moi, c'est symptomatique. symptomatique. Non, mais c'est vrai, c'est révélateur. Il y a une perte d'identité, une perte de valeur. Alpine qui s'embourbe dans un turnover incessant de ses teams principaux, de ses pilotes aussi, parce que même avant même que Alpine s'appelle Alpine et était Renault, rendez-vous compte que depuis le retour de Renault en 2016, il n'y a pas eu une seule saison avec le même duo de pilotes conservé sur 2 saisons. Il y a eu Alonso et Ocon en 2021-2022 et c'est tout. Sinon, chaque année, il y a au moins un des pilotes qui a changé. Tu ne peux rien construire avec autant de turnover dans l'équipe. C'est pas Sachant possible. qu'en milieu d'année 2022, du coup, Alonso annonce déjà son départ. Donc, Ouais, c'est ça. Non, mais concrètement, le projet très compliqué aujourd'hui, c'est Cadillac F1 qui a fait ses courses chez Alpine, hein, qui allait récupérer les talents qui n'étaient déjà pas partis, qui n'étaient pas encore partis chez d'autres. Un projet qui devient complexe et l'arrivée, alors tant attendue par certains et redoutée par d'autres, le retour de Flavio Briatore, un peu aux manettes, hein, que ce soit officiellement, officieusement. Ah bah pas qu'un peu, hein, Pas complètement qu'un aux peu, manettes. Hein. complètement aux manettes, surtout Tu peux le dire. Surtout depuis la chute du dernier team principal en titre qui s'est enfui à Dubaï et dont nous n'avons plus aucune nouvelle. Bizarrement. Après de graves accusations, notamment fiscales. Non, c'est C'est vrai que j'avais oublié Oliver Hawks. On se faisait Oliver avant Hawks, l'émission hein. la Ouais. liste des teams principaux chez Alpine. Je l'avais totalement oublié, lui. Non, les Rocks qui est arrivé aussi rapidement qu'il est reparti, plus ou moins, sachant qu'il est arrivé, il y avait déjà un Briatore qui était chef de l'ombre. Et alors là, avec ça, totalement disparu des radars, plus aucune nouvelle. Et en fait, on a l'impression qu'Alpine, c'est mauvais coup sur mauvais coup. Et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça va pas. Même nommer un team principal, promouvoir en interne, recruter en externe, ramener un sponsor titre, même là, il n'y a pas un dossier qui semble leur convenir. Après, on aura peut-être pu le voir venir, hein, parce qu'encore une fois, quand tu arrives et que tu te dis, dans 100 Grands Prix, on joue les victoires, on a une voiture pour gagner, a posteriori, c'est toujours plus facile de critiquer ou de revenir sur ces choses-là, mais encore une fois, les spécialistes, les experts du paddock de la Formule 1 te disent qu'en effet, quand ils voient eux arriver l'écurie tricolore avec ce discours-là, ils se disent ce n'est pas possible, ils vont aller dans le mur, ça ne fonctionne pas comme ça en Formule 1. C'est pas un décompte qui fait qu'à la fin, tu vas arriver à performer. C'est que tu tentes quelque chose, tu modifies une chose, tu changes un réglage, tu essayes, et à la force de répétition, tu t'améliores. Mais surtout qu'intrinsèquement, c'est une écurie qui n'a pas les moyens de ses ambitions, mais factuellement, on va dire qui est ça un peu comme que dans la situation de Ferrari. Encore une fois, on a deux usines, dont une qui est en France, l'autre qui est à Enstone. C'est déjà, on part pas sur la meilleure possibilité, la meilleure Alors, position. Il y avait une cohabitation, donc tu l'as dit, entre Enstone et Viry-Châtillon. Mais il y avait un vrai souci aussi, c'est que il n'y avait pas d'entente en fait. Enfin, il y a une cohabitation inexistante parce que Viry-Châtillon accusait Enstone C'est ça. des mauvaises performances de la voiture et Enstone accusait Viry-Châtillon. Bon, il s'avère, sans être trop chauvin, il s'avère que le moteur Renault qui était fabriqué à Viry-Châtillon était quand même pas trop mal vis-à-vis des autres moteurs de la grille. Alors que les performances aérodynamiques et le châssis qui eux sont fabriqués à Enstone au Royaume-Uni,
on peut pas dire qu'ils étaient vraiment au rendez-vous, quoi. On n'a pas pointé les bonnes personnes du doigt finalement. Voilà. Voilà, bah, c'est un peu symptomatique de ça, hein, mais ce qu'avait un peu dit Luca De Meo aussi avant de partir, c'est une écurie qui a un potentiel en soi, hein, avec surtout tout le côté français, etc. On pourrait en faire un Ferrari français, C'est ça. mais sauf qu'on se Non, met mais ça aussi, tellement il de faut en bâtons parler. dans les roues et on coupe tellement les moyens, c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que, pour la petite anecdote, Alpine avait fait rentrer au capital de nombreuses stars de monde du sport, divers et variés. Pour Le showbiz aussi. Ouais, du showbiz aussi. Il y avait Ryan Reynolds. Voilà, pour plus de 260 millions d'euros à l'époque. Alors, à quoi avait servi cet argent? C'était pour un peu ce que fait Williams, c'est-à-dire moderniser les infrastructures, permettre de développer l'équipe en interne, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas suffisamment. Même le motorhome, qui maintenant est clinquant avec Philippe Stark, était l'ancien motorhome Toyota qui datait de 2010. C'était une écurie qui avait des grandes ambitions, mais nullement les moyens de le faire. Et à l'époque où ils ont annoncé vouloir gagner dans 100 Grands Prix, c'est une écurie qui mettait un peu moins de 200 millions d'euros par an dans le projet. Elle plane. Elle plane, alors que, Vous l'aviez pas entendu depuis longtemps celle-là. Oh là là. alors que les concurrents de l'époque, à savoir Mercedes et Ferrari, dépassaient allègrement les 500 millions. Les espoirs de gains comme ça, ne serait-ce que sur le papier, c'était malheureusement impossible. C'était un beau projet. En marketing, ça a fonctionné parce qu'ils ont réussi à attirer beaucoup de sponsors à l'époque autour de El Plan, on y pense, ou beaucoup de bons coups qui ont Déjà été quand joués. tu as Fernando Alonso de l'écurie, c'est Voilà. une certaine renommée, tu vois. Bien sûr, mais après, effectivement, l'enchaînement des mauvais coups qui ont été réalisés et d'autres choses, on peut penser au cas du contrat d'Oscar Piastri, dont on avait parlé avec Arnaud Péricard directement, les teams principaux qui tournent autour de la saison, les pilotes aussi, les ingénieurs, les mécanos. C'est un projet qui n'a pas de base solide, pas de structure, encore moins de fondation pour se construire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore plus flou. Surtout avec un Briatore qui, manifestement, pour faire honneur aux traditions françaises, aime couper des têtes au sein de son écurie. Donc, on ne sait pas où ça va. Je ne sais pas si vous avez vraiment cette même image que moi, mais j'ai vraiment l'impression de voir un espèce de funambule, donc un équilibriste qui est vraiment en train d'essayer de... Pas très à équilibre. Hein. Non mais justement, qui essaie de construire quelque chose, mais en n'étant pas sur des bases solides, comme tu le disais, Quentin. Et puis tu te dis, bah ouais, mais le moindre changement, tu te dis, bah ouais, mais c'était peut-être pas ça qu'il y avait à faire. On tente encore quelque chose, mais en fait, tu sais que cette écurie va dans le mur, et tu sais qu'à un moment, cet équilibré, justement, il va se casser la gueule, et c'est peut-être ce qui va vraiment arriver. Il y a... Voilà. Vas-y, pardon. Quand ils arrivent au début de saison, en disant, voilà, la voiture fait Combien de kilos en trop 25 kilos de trop. Ouais, alors ça, c'était en 2024, mais 2024. effectivement. Oui, certes, mais justement, en 2024, ils arrivent avec 25 kilos de trop, ils arrivent à marquer plus de 70 points sur la saison. Cette année, on dit, c'est bon, on a corrigé les problèmes, on en marque 22. Comment on fait? Oui, après, il y a aussi les 9 autres Voilà, écuries de la grille ce que qui j'allais progressent. Hein. Non, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que justement. Mais qu'on ne comment- travaille pas, encore une fois, dans Voilà, le bon sens. comment en arrivant, c'est celle qui marche un peu à reculons. Et je suis d'accord, la métaphore du funambule est pas mal du tout. C'est qu'on voit, ils s'essayent, il y a de la motivation, mais vu que tout le monde se tire tellement dans tous les sens, à commencer par le top management, ça peut pas aller et ça manque d'une structuration forte et de personnalités qui sont en mesure d'encadrer le projet avant même de l'améliorer. C'est juste de l'encadrer et le permettre de se développer, un peu à la manière de ce que fait James Valve actuellement. Et c'est là qu'on voit la différence entre un projet Alpine et un projet Williams, où au-delà du fait qu'on n'ait pas les estimations de la prochaine victoire et de la bataille au titre sous 100 Grand Prix, ou plus ou moins 4 saisons, c'est qu'on voit une équipe qui progresse petit à petit, qui arrive à créer une vraie culture d'entreprise qui n'existe pas à l'heure actuelle, parce que ça va s'améliorer avec la fermeture de Viry, mais créer une culture d'entreprise, développer les infrastructures, les équipements et pouvoir faire le nécessaire afin de développer un projet concret, au lieu d'arriver et avoir un emplacement publicitaire roulant qui coûte 200 millions par an pour une entreprise française à moitié détenue par l'État. Entreprise française qui sera propulsée par un moteur allemand l'année prochaine. Hein. Rappelez-vous, Et un Alpine Mercedes. et un châssis anglais, enfin bref, non. Il n'y a plus rien de français en fait. Donc, C'est à part un des pilotes, il n'y a plus rien de français. C'est terrible. Non, mais il reste un peu de bleu sur la livrée. C'est français, ça, non? Ouais, super. On est les bleus. Bah On peut se lancer sur Pierre Gasly qui fait un sondage. Bien sûr. Est-ce qu'on devrait remettre la livrée Bleu et jaune mythique des Mythique. années où Fernando Alonso a gagné son titre avec Renault. Ouais, d'ailleurs, même commentaire symptomatique sur sa story. Je vais avoir des problèmes avec ce sondage. Ouais, Oh, j'ai les pas gars. compris pourquoi il dit ça. Enfin, moi, je suis peut-être un peu trop naïf là-dessus, mais c'est juste une story. On parle d'une Formule 1 championne du monde. Voilà, on parle d'un choix
de couleurs, quoi. Je veux dire, donc, Oui, mais le rose BWT. oui, Enfin, oui. Raphaël. Mais je veux dire, bon, de là, imaginez qu'on va avoir des problèmes. Enfin, j'ai pas compris vraiment le pourquoi. Est-ce qu'on en parlait réellement? Pour moi, c'est juste une story un peu marrante. Je pense, Bon, je pense sachant- que c'est un excès d'honnêteté en vrai. Il savait qu'il allait prendre une charge en mode mais Pierre, t'es fou ou quoi? Tu vas créer des faux espoirs, on va se prendre des tirs. Il a préféré anticiper en s'assurant en disant bon, au moins si on entend quelque chose. Non, mais après, de toute façon, c'est un secret pour personne. Tout le monde sait que cette livrée elle est mythique et que elle a beaucoup plus marqué les esprits que les récentes livrées bleu et rose d'Alpine. Puis, de toute façon, dans tous les cas, cette livrée ne puis, reviendra bleu, pas blanc, puisque rouge. le bleu était le bleu d'un célèbre cigarettier. Qui était sponsor principal de Renault à l'époque, et le jaune de Renault que l'écurie a troqué pour le bleu Alpine. Donc dans tous les cas, cette livrée ne reviendra pas quoi qu'il arrive. Non, oui, c'est sûr. Mais là, je repense, je faisais signe à Quentin à cette livrée bleu, blanc, rouge de 2021. Ah, c'est la Oh, plus belle. et C'est je- la plus belle de toutes. Mais Mon surtout Dieu. que la livrée était construite magnifiquement parce que même le dégradé bleu, blanc, rouge Ouais. à l'arrière de la voiture, regardez du dessus, faisait le drapeau Union Jack de l'Angleterre, Enstone, Viry, Elle la était France. exceptionnelle. Voilà, c'était. Ils super étaient bien arrivés aux réfléchi. essais avec une livrée noire en disant T'inquiète, c'est En notre plus, mais livrée. il avait déjà fait l'époque de Renault en Oui, 2019, oui, c'est vrai. je crois Ouais. qu'il est La livrée était entièrement noire. Ah, mais ouais. c'est le genre de coup que j'aime bien, quoi. Voilà, mais voilà, c'était ça qui manque Et aujourd'hui. comme a c'est dit un- Febro, elle va devenir mythique cette voiture. En effet, dans mon cœur, elle l'est. Bah bien sûr, elle est dans, je pense, tous les fans de F1 et tous les Français un petit peu chauvins qui suivent la discipline. C'est tout le monde garde un très bon souvenir dans des derniers exemples de très belles livrées, bien réfléchies, qui ont été conçues pour autre chose que des sponsors. Et de la dernière victoire en Formule 1 d'un pilote français, celle d'Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie Exactement. Avec une 2021. voiture française, Exactement. un moteur français. Voilà, tout était. Non, tout n'était pas français. Mais, Presque. beaucoup de choses. On va fermer ce chapitre sur Alpine et maintenant je vais vous demander un petit peu de vous projeter. On en a un petit peu fini, on en a fait un petit peu le tour des principales choses qu'on voulait dire sur la saison 2025. On est déjà à plus d'une heure d'émission. Moi, ce que je vais vous demander là maintenant, c'est de vous projeter un petit peu sur 2026 et que chacun, vous me donniez 2 choses que vous attendez. C'est-à-dire que ce soit le podium de quelqu'un, la remontée d'une écurie, de voir des batailles en piste entre qui et qui, par exemple. J'aimerais que vous me donniez 2 choses que vous attendez sur cette saison 2026. Quentin, on va commencer par toi. Est-ce que tu as quelque chose justement que tu attends? Fantastique. Je vais être absolument pas original, mais c'est mon petit cœur émotif qui parle. Isaac Hadjar, je vais le voir performer au moins une victoire. Au moins une victoire. Au moins une victoire. C'est l'ambition qu'il avait affiché aussi. Il a dit que C'est ça. la Voilà, saison, on allait j'aimerais- essayer voilà, d'aller chercher au j'aimerais moins une voir victoire. Au moins une victoire pour entendre cette belle Marseillaise sur le podium et avoir Laurent Mekies, Isaac Hadjar avec l'ensemble Red Bull. Je trouve ça magnifique sur un podium et montrer qu'un deuxième pilote peut performer au sein de cette écurie qui conjurerait le sort et en plus permettrait à un de nos compatriotes de performer, ce qui sera encore mieux. Et allez, un Ferrari qui renaît d'entre les morts et qui arrive à faire une belle remontada. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles belle remontada? Ça veut dire quoi pour toi là, Se battre pour le titre. se battre pour le titre? Pilote et constructeur. Pilote et constructeur. Ouais. Eh ben, putain, il en demande beaucoup le Vous me monsieur. demandez, Non mais oui, non, mais je demande ce que tu attends. On a le mais- droit de rêver, hein. Je sais pas De que toute c'est façon, ma on rêve depuis tellement d'années avec Ferrari que Voilà. une année de plus, une année de moins. Ouais, je- Donc pas une fan de victoire ce d'Isaac péage. Hadjar et une bataille au titre pour Ferrari. Mais sur les deux plans, tout serait tellement bien en termes de storytelling, de développement et de spectacle. Franchement, ce serait une très belle chose que j'aimerais beaucoup voir. Baptiste, toi? Attends, est-ce que tu veux savoir des choses que j'aimerais voir ou un Des choses que- pronostic? Non, alors que tu aimerais, peut-être réaliste ou pas réaliste, je m'en fous. Ce que tu aimerais voir justement, ce que tu attends la saison prochaine. Bah écoute, forcément, j'aimerais voir une victoire de Lewis Hamilton avec Ferrari, bien Mhm. évidemment. Mais j'aimerais beaucoup aussi voir une victoire de Williams. Ah. Une victoire de Et soit là, tu me d'Alexander parles, là, Albon, c'est intéressant. soit Là, de on est Carlos dans quelque Sainz. chose que j'aime. Parce qu'on n'en a pas parlé étonnamment d'ailleurs, parce qu'ils ont fait une saison incroyable, mais ils ont fait une très très belle saison Williams. Meilleure écurie du midfield avec la 5e place Ouais. obtenue, 137 points. 2 podiums avec Carlos Sainz, 3e en Azerbaïdjan et au Qatar. Et on a vu des progrès sur cette voiture tout au long de la saison et dans cette équipe. Et je me dis que pareil aussi, ils ont beaucoup investi, ils l'ont dit, sur 2026. Je me dis que dans cette écurie, ça va dans le bon sens. Et donc, pourquoi pas? On a eu 2 podiums cette année. Pourquoi pas une victoire l'année prochaine? On a en effet pas parlé de Williams parce qu'on en avait discuté sur les derniers Grands Prix, notamment avec le dernier podium de Carlos Sainz. Pour moi, il n'y avait pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'on avait déjà dit. Mais comme tu l'as dit, une victoire de Williams en 2026, je crois que ça me ferait presque autant plaisir que la victoire d'Isaac Hadjar aussi. Parce que c'est vraiment un plan qu'on a vu se construire depuis plusieurs années, qui va dans le bon sens, qui se concrétise avec des résultats très très bons comme on l'a vu cette saison encore.
5e place au constructeur. Et ce serait en fait la suite logique de peut-être commencer par se battre pour des podiums régulièrement, mais comme on est sur un changement de réglementation, il y a en effet peut-être ce step qui peut se faire directement. On le verra. C'est quoi la deuxième chose que tu attends sur la saison ? Moi, il y a une écurie que j'attends beaucoup et je suis très curieux de voir ce que ça va donner, c'est Aston Martin. Aston Martin avec l'arrivée d'Adrian Newey, qui va s'occuper du coup de la silhouette de la voiture 2026. Nouveau motoriste également avec Honda, le grand retour du couple Alonso-Honda. Très bien le moteur Honda d'ailleurs. Absolument. Pour la première fois. Oui. Et je me dis, j'ai envie de voir Aston Martin qui a été quand même, malgré une belle saison 2023 avec de nombreux podiums de Fernando Alonso, est quand même assez en retrait ces dernières saisons. La 33e, on l'attend. Ouais, moi je l'attends. Victoire. Donc non, mais j'attends de voir ce qu'Aston Martin va donner. Tu vois, je me dis Aston Martin pourrait créer la surprise et peut-être semer les troubles faits un petit peu comme ils l'ont fait en 2023. Donc j'aimerais beaucoup voir ça. Et je vais prendre un petit pari. Oula. Ouais. Il est généreux ce soir. Allez, je vais dire que Arvid Lindblad chez Racing Bulls ne passe pas la moitié de la saison. Et que peut-être un retour de Yuki Tsunoda en milieu de saison. Sachant comme que ça. Horner et Marco sont partis. Alors ça dépend de quel sponsor ils ramènent. Ça dépend de qui ils ramènent. On va parler français, ça dépend Le de qui ils commercial. ramènent. Déjà il a été recruté. Ça dépend de quel sponsor ils ramènent. Parce qu'il y a de l'argent à récupérer. Ouais. Je ne sais pas si vous avez suivi pourquoi aussi Helmut Marko a été gentiment poussé vers la sortie. Parce qu'il avait signé un deuxième pilote en plus de Arvid Lindblad. C'était Alex Dune, il me semble, non? Oui, c'est pas lui? Ouais, c'est ça, hein. Alex Dune. Et casser le contrat signé et légalement valable d'Alex Dune a coûté des centaines de milliers d'euros à la structure Red Bull. Ah, mais c'est bien ça. Donc j'espère qu'Arvid Lindblad, il a des contacts dans son carnet d'adresse. Mais Ça va entièrement définir sa saison si toutefois il performe très moyennement. de toute façon, on en reparlera dans une émission où on préparera justement cette saison 2026. On reviendra sur le jeune pilote qui débarque en F1. Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, parce que moi, ce que j'attends vraiment sur cette saison, c'est la moitié de saison. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de voir justement les mouvements qu'il va y avoir en Formule 1, qui va partir, qui va aller chez le concurrent, qui va décider de complètement lâcher son écurie ou qui va justement prolonger son aventure. J'ai plusieurs noms en tête, je pense que vous en avez aussi, mais il y a des avenirs qui m'intéressent énormément et en 2026, on risque d'avoir beaucoup de réponses. Donc c'est ça moi que j'attends le plus en 2026. Je te lâche une autre petite hot take aussi. Mais fais-toi plaisir. Allez, un podium de Cadillac l'année prochaine. Oh là, alors là, celui-là, j'y crois pas du tout. Ah, je pense que c'est super hot take. Ouais, là, C'est quoi Baptiste, c'est quoi pas pour leur manquer de respect, Attends, mais il peut y avoir des conditions de course. Baptiste, évidemment, mais Baptiste, je te paye le champagne. voilà, Ça, vraiment. J'aimerais beaucoup, pareil, ce serait fantastique, mais je te paye le champagne, ça arrive. Et voilà. Il y champagne. a quoi d'autre comme hot take qu'on pourrait faire? Je pourrais dire une victoire d'Audi par exemple. Je sais pas, mais prenez le temps d'y réfléchir. On aura le temps d'en reparler. Je vous ai dit dans un épisode où on préparera complètement la saison 2026. Comme ça de tête. Mais là, si de tête, il sur- n'y a rien qui te vient, t'en Ouais, fais pas. sur Je le pense que moment. ça deviendra un petit peu plus tard de toute façon. Ouais, et puis on aura des premiers éléments de réponse à la fin de l'hiver avec les essais hivernaux. Je pense que ça va être Oui. très intéressant à Après suivre. que tout le monde ait sandbag sa voiture et qu'on arrive à lancer C'est l'Australie que en de toute façon, il est découvrant, difficile de se projeter actuellement. On nage Ah, vraiment à vue. c'est de la spéculation là, On clairement. navigue à vue, pardon. Mais oui, non, là, de toute façon, tout ce qu'on fait n'est que simple conjecture, comme on le fait de toute façon à chaque fois, mais là encore plus que d'habitude. On aura le temps de toute façon d'étudier tout ça. Messieurs, on a fait le tour un petit peu de ce qu'on avait à dire d'important sur cette saison 2025 et un petit peu sur la saison 2026. On va y revenir de toute façon une autre fois dans un autre épisode sur cette saison 2026 et ce qu'on attend de cette saison. Merci à vous pour déjà cette saison et puis Un plaisir ça a été, partagé, j'ai envie de te dire. On s'est régalé à se retrouver C'était super. chaque Bien dimanche bien évolué chaque lundi aussi, post-Grand Prix. par on n'a rapport pas au couvert premier l'intégralité des grands prix, mais on a fait notre maximum et pour ça, je suis très content. Donc merci à vous. qui est passé à la trappe. Voilà. Bon, Ça arrive, voilà. Nous sommes des hommes Ah bah, on occupés. est comme les pilotes, au bout d'un moment on est épuisé. C'est Quoi. ça. Mais je rappelle quand même que Quentin a des problèmes de couple aussi. C'était séquestré dans une c'est- cave. voilà. Vous avez révélé C'était cette information important, quand même, confidentielle. hein. Merde, voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, puis quand même aussi un petit merci à Paul qui a fait une petite piche par chez nous lors de l'absence de l'un d'entre C'est vous. vrai. Ouais, Mais voilà, ok, donc merci. merci à vous déjà pour cette première saison. On va continuer. Bien sûr qu'on va continuer. On verra comment on fait évoluer le format sur la saison 2026. Mais voilà, on se retrouvera quoi qu'il arrive à partir de mars au plus tard pour le premier Grand Prix. Et puis on verra un petit peu quand est-ce qu'on prépare cette saison 2026. Donc voilà, merci beaucoup à vous deux. Restez branchés sur les réseaux. Voilà, Lightshot continuera.
Et on se retrouvera d'ici quelques semaines. Bisous, bisous. Bisous, bisous. À plus tard, tout le monde.